Les FKT et les off, c'est personnellement quelque chose que j'adore. Je pense que ce qui m'attire surtout dans les off, c'est cette liberté dans la trace, dans le moment pour réaliser le projet, dans comment le réaliser par exemple en autonomie ou accompagné, et les raisons qui peuvent nous pousser à faire cette off, comme par exemple retourner quelque part où on a commencé le trail. Je donne cet exemple parce que c'était mon cas dans l'itinérance que j'ai réalisé en mai avec Wise. Mais le off, il garde ce côté, entre guillemets, date d'échéance, que j'aime bien retrouver avec les dossards. C'est pas juste une balade en montagne, il faut quand même s'y préparer, s'entraîner, affiner la logistique, etc. Tous ces éléments qui font que par exemple préparer une course est passionnant. Et donc j'ai le sentiment qu'on y retrouve à la fois les questionnements d'une course avec un dossard, mais sans la pression qui peut éventuellement accompagner ces derniers, sans les concurrents et le monde qui peut parfois par conséquent peupler les sentiers, et sur une trace, sur un parcours qu'on a 100% choisi cette fois. Les FKT, c'est une petite variante des off, c'est un pas en plus vers la compétition. FKT, c'est pour Fastest Known Time, donc temps le plus rapide connu, et c'est des temps officiellement établis sur une trace particulière, sur un off ou sur un grand sentier par exemple. Quand on pense au FKT, généralement le plus connu qui vient à l'esprit c'est celui du GR20, mais en fait il en existe plein d'autres tout aussi mythiques. Bref, pour moi le FKT c'est l'aventure mais avec un petit challenge derrière, avec quand même un objectif spécifique, et un moment où on va se confronter à soi-même pour l'atteindre cet objectif. Antoine Clément il aime ce genre de projet, autant les off que les FKT, certainement parce qu'il rêve de participer à la Barclay, et récemment il s'est imposé sur un des plus réputés parmi les amoureux du trail, d'aventure et de grands espaces. Le 21 juillet, il a inscrit son nom juste devant celui d'Aurélien Sanchez et a établi un nouveau FKT, celui du GR10, un des chemins de randonnée qui permet la traversée des Pyrénées. Il a avalé les 900 km et 52 000 mètres de dénivelé en 11 jours, 13 heures et 10 minutes, le tout sans assistance. Alors même si ce recours il est actuellement en cours d'homologation par l'organisme FKT, l'aventure elle est là, elle a été complète pour lui et les émotions ont été au rendez-vous. Pour réaliser cet exploit sportif, Antoine a été accompagné par Wise, équipementier d'Ultra Trail que vous connaissez bien maintenant, car il est également partenaire du podcast Courir Mieux. Aussi, avec Wise, on avait envie de vous faire goûter à cette soif d'aventure qui anime Antoine, et de discuter avec lui de comment il s'est préparé à ce FKT, comment celui-ci s'est déroulé, les difficultés qu'il a rencontrées. Et c'est tout ça qu'on vous propose dans cet épisode hors série. Salut Antoine, comment ça va? Salut Cyril. Très très bien, écoute, là je viens de rentrer il y a 2-3 semaines là, des Pyrénées, donc on se remet tout juste du périple, mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là parce que j'ai écouté tes podcasts, notamment avec Seb Réchon, dont je suis bien fan, et puis je lisais aussi tes articles de blog et tout, donc ça fait plaisir d'être là. Bon, écoute, moi je suis super content de te recevoir. Alors j'imagine que on va en parler dans cet épisode, mais j'imagine que vu les projets que tu as en tête et vu ce que tu aimes comme type d'aventure en ce moment, j'imagine que forcément des interviews de personnes comme Seb Réchon, ça doit t'inspirer et peut-être te donner quelques idées en tête, parce que c'est quand même un monument dans le genre de projet que tu fais, je crois. Ah bah oui, j'ai lu beaucoup ses récits de course, notamment parce qu'il avait traversé le GR5, le GR51. Bon, il en a fait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup d'inspiration dans sa philosophie, etc. Donc, c'est une grande inspiration pour moi. La légende raconte qu'à la fin de sa vie, Sébastien Réchon aura parcouru plus de distance à pied qu'en voiture. Et ça, en tout cas, c'est son projet, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui éventuellement ne savent pas qui est Antoine Clément? Et je m'appelle Antoine Clément, j'habite à Annecy et je suis originaire d'une petite ville en Bretagne qui s'appelle Petit-Marc. Donc j'ai commencé la course à pied à l'âge de 9 ans, d'abord par les cross-country notamment et l'athlétisme, pour ensuite progressivement venir vers les sports de combat et des sports un peu plus explosifs. Et je me suis du coup découvert une passion pour le trail grâce à un ami qui m'a emmené dans les Pyrénées. Donc c'est un peu pour ça que je fais ce projet, pour revenir un peu aux bases. Et puis aussi parce que j'ai découvert une course, petit clin d'œil à Seb du coup, parce que j'ai découvert la Barclay en 2018. Et donc c'est la course qui m'a donné envie de me lancer dans l'univers du trail et découvrir un peu ce sport un peu fou. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que je saute directement sur une des questions que je voulais te poser. Dans 2 de tes publications que j'ai regardées sur Instagram, tu mentionnais Guti Yann, j'espère que je le dis correctement, qui, selon toi, t'as dit, m'a fait découvrir la vie, je te cite. Est-ce que c'est cet ami dont tu faisais référence là il y a quelques instants? Tu peux nous parler un petit peu de cette relation? Yad, c'est un athlète d'ultra trail aussi qui est quand même pas mal costaud. Il doit avoir 850, 860 ITRA. D'ailleurs, qui est un très bon ami en commun avec Baptiste Coatantier, que tu as eu aussi dans ton podcast. Et donc, cet ami-là, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de soirées, boîtes de nuit, etc. Donc, rien à voir avec le monde du trail. Et lui, en fait, son truc, c'était la montagne, la course à pied.
Et donc, il m'a dit, écoute, Antoine, ça te dit de venir à la montagne? Moi, j'y suis allé avec mes Adidas Ultra Boost toutes plates. J'ai un peu galéré, j'étais un peu dans les descentes. Mais c'est vrai qu'il m'a fait découvrir une autre vision de la vie, quoi. La simplicité, le fait de revenir aux bases. Tu vois, on courait toute la journée, on mangeait des nouilles, des pâtes. Enfin bref, c'est des choses simples, mais moi que j'avais pas l'habitude de faire, quoi, parce que j'étais dans une vie un peu plus superficielle. Et c'est vrai que ça m'a, clairement, il m'a appris la vie, puis il m'emmène dans toutes ces aventures. Et puis c'est vrai que je lui suis extrêmement reconnaissant parce que grâce à lui, j'ai découvert un sport qui a sûrement changé ma vie. Et donc, ouais, sacré Yann. Ouais, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est pas exactement le même quotidien et les mêmes samedis soirs, on va dire, entre avant et maintenant que tu prépares ce genre d'aventure. Ah, ça, c'est sûr. J'essaie de garder quand même un peu de légèreté, mais c'est sûr que c'est plus la même. Oui, évidemment. Et je pense que c'est super important, on va en parler, parce que tu as quand même des épreuves dans ce que tu as vécu là qui sont extrêmement demandantes mentalement. Je pense que c'est important d'avoir quand même des soupapes de décompression. Et c'est vrai que du coup, par exemple, ne serait-ce qu'en hygiène de vie, ça change quoi. Moi, j'ai souvent, enfin, justement, j'ai eu un moment, un petit burn-out cette année parce que je faisais que de penser à ça, quoi. Je me levais le matin, je m'entraînais, tout tournait autour du trail. Et c'est vrai que j'avais délaissé la vie sociale et c'est vrai que quand j'ai repris un peu un certain équilibre, ça faisait vraiment du bien au mental. Oui, c'est vrai, j'ai pas précisé. Alors, je suis coach aussi de trail, mais je me spécifie pas sur le haut niveau, donc c'est plutôt un monde amateur et sur des gens qui sont portés sur des projets d'aventure, des projets off, parce qu'il y a une grosse demande, surtout en ce moment avec les dossards, etc., qui flambent. Donc voilà, j'ai fait une licence TAPS à l'époque. Du coup, j'ai pu l'utiliser. Puis grâce à des projets, ça m'a permis d'avoir un petit peu de notoriété et pouvoir un certain nombre d'athlètes. Je te propose qu'on rentre directement dans la raison pour laquelle on s'est retrouvés aujourd'hui. J'ai pas envie de trop raconter des choses que tu raconteras mieux que moi. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi est-ce qu'on enregistre aujourd'hui et qu'est-ce que tu viens de réaliser qui nous a amené à cet échange? Écoute, du coup, dernièrement, j'ai traversé la chaîne des Pyrénées, donc par le GR10. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sentier de grande randonnée qui traverse les Pyrénées, notamment sur les Pyrénées françaises, parce qu'il y a d'autres sentiers. Il y a aussi le HRP et le GR11. Donc le GR10, c'est un sentier mythique. Pourquoi? Parce que déjà, ça traverse toute la chaîne des Pyrénées, qui est un sentier qui est quand même très compliqué, beaucoup de dénivelé. C'est 881 km pour 52 000 mètres de dénivelé positif. Et le record appartenait à Aurélien Sanchez, donc le fameux, celui qui a fini la Barclay. Donc c'était aussi symbolique. Et les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce défi étaient multiples. Premièrement, parce que j'ai découvert les Pyrénées là-bas, enfin le trail dans cette chaîne de montagne. Deuxièmement, parce que mon père passait toutes ses vacances aussi là-bas. Et troisièmement, parce que j'avais aussi envie de découvrir les Pyrénées un peu plus en profondeur, parce que je les connaissais pas forcément. Et une petite raison bonus, Aurélien était forcément le détenteur de ce record, donc ça pouvait aussi me permettre de me rapprocher un peu plus de mon rêve de la Barclay en battant, entre guillemets, le GOAT, quoi. Parce que ton objectif, en fait, que tu nourris à long terme, c'est justement de participer à la Barclay Ultramarathons. Exactement, et pour s'inscrire à la Barclay, ceux qui connaissent pas, il faut se construire, entre guillemets, un CV de coureur. Et ce CV de coureur, forcément, il y en a d'autres qui ont des beaux CV aussi, donc il faut l'alimenter avec des performances comme des FKT, donc des fastest no time, ou alors des beaux podiums, etc. C'est quand même plus compliqué de faire un podium sur l'UTMB, donc on se reconcentre sur des FKT, quoi. Et en plus de ça, tu me corrigeras si tu penses que je me trompe, mais j'ai le sentiment que, par exemple, la traversée des Pyrénées, le FKT de la traversée des Pyrénées, ou au moins cette off, il aura peut-être plus de valeur aux yeux, par exemple, de Laz que gagner l'UTMB. Alors, oui et non. Donc, il affectionne tout particulièrement les projets off parce que forcément, il y a une espèce de similitude avec la Barclay, comme c'est une espèce de micro-aventure sur 60 heures. Mais bon, je pense qu'il y a aucun prestige qui remplacera le fait de gagner l'UTMB parce que ça reste un peu la course roi, quoi. Donc, je pense que si tu gagnes l'UTMB, il y a des chances que tu aies ton ticket d'office pour la Barclay, mais j'ai pas de, je sais pas, je suis pas dans sa tête encore. Il est un peu farfelu là-dessus sur ses méthodes de sélection. Juste pour le redire au cas où ce soit pas clair, donc tu as récupéré ce FKT à Aurélien Sanchez, tu le récupères, toi tu fais 11 jours et 13 heures, c'est ça? Ouais, 11 jours, 13 heures et 10 minutes. Et 10 minutes, l'ancien record était de 12 jours, 5 heures et 22 minutes. Ok. Et si je dis pas de bêtises, c'est pas la première fois que tu te lances sur une grande trace comme ça. Alors c'est la première fois que tu récupères un FKT, mais par contre tu as déjà fait des grandes aventures off comme ça en amont, tu peux nous en parler un petit peu? Alors en fait, c'est très simple. Après avoir fait une licence TAPS, j'ai rien à voir, je me suis tourné vers la finance.
Et donc, j'ai fait une école de commerce, etc. Et c'est vrai qu'après mon école de commerce, j'étais un peu en mode, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais continuer dans ce métier-là ou pas du tout? Et donc, j'ai toujours eu un rêve, c'était de traverser les États-Unis, parce que j'avais déjà vu le film Forrest Gump et parce que j'avais des sentiers là-bas qui me faisaient rêver. D'ailleurs, on le voit avec Kylian Jornet, là, qui se lance dans un défi complètement fou dingue. Et donc, j'avais un sentier qui me faisait rêver qui s'appelle le Pacific Crest Trail. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sentier qui traverse les États-Unis du sud au nord. Et donc, c'est un magnifique sentier de 4200 km. Et donc, ça m'a toujours fait rêver. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans? Sauf que j'avais pas envie de passer forcément 6-7 mois sur le sentier. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en courant? Et donc, c'est ce que j'ai pu effectuer, du coup, en faisant à peu près 40 miles, pour ceux qui connaissent pas, c'est 60 km, à peu près 65 km par jour. Donc, en moyenne. Et donc, c'était une expérience incroyable et ça m'a permis, et surtout, ça m'a appris beaucoup de choses sur la manière de dealer avec l'autonomie sur un sentier, de dealer avec la bouffe, la privation de sommeil, l'hydratation. Et c'est vrai que ça m'a un peu fait naître en tant que coureur. Je dis souvent que c'était un peu l'étape d'initiation dans ma vie de trailer, de notre coureur. J'ai pu, entre guillemets, transférer toutes les expériences que j'avais pu apprendre, notamment sur la Diagonale des Fous, sur des courses un peu plus classiques, dans cette aventure gigantesque où il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de plaisir. C'était une incroyable expérience. Mais du coup, après ça, je me suis dit, bon, t'as fait cette aventure aux États-Unis. Maintenant, il faut confirmer, entre guillemets, parce que si tu veux prétendre à faire la Barclay, il va falloir que tu sois capable aussi de rivaliser avec des grands noms. Et donc, forcément, je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer dans un FKT de renom, quoi. Et si je dis pas de bêtises, il y a quand même quelques participants de la Barclay qui se sont également lancés sur le Pacific Crest Trail. Le dernier que j'ai en tête, c'est Karel Sab. Je crois que c'est lui qui a le record, si je dis pas de bêtises, le FKT. Exactement. Karel, pour moi, c'est un peu mon idole. Karel, c'est une une très belle philosophie pour ceux qui s'intéressent pas au monde du FKT du off. Je pense que c'est clairement le premier mec sur lequel il faut s'intéresser. C'est un mec qui est pas très réseaux sociaux, il s'affiche pas trop, mais super intéressant. Et c'est vrai que c'est lui qui avait le record du PCT et qui l'a toujours en 46 jours. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça fait 94 km par jour, ce qui est vraiment énorme. Mais ouais, Karel qui a le record. Sacré numéro aussi. Ouais. Et Karel qui a mis 3 tentatives pour finir la Barclay, si je dis pas de bêtises, mais qui a réussi à la finir une année où il y en a eu 5. L'année où il y a le plus de finishers de la Barclay, si je me trompe pas. Alors, il a fini l'année d'avant, c'est l'année avec bien justement John Kelly et Karel. Donc ils finissent là, pareil, ric-rac, mais c'était pareil, il avait fait une obsession et il a pu réussir. Pour les personnes qui éventuellement ne le connaissent pas et avant qu'on rentre dans ta préparation et ton aventure à toi, est-ce que tu peux préciser comment ça se fait un FKT? Parce qu'en fait là, je pense qu'il y a plein de gens qui sont habitués de ce que c'est qu'un segment Strava, mais pas forcément de ce que c'est qu'un FKT. Et toi, là, du coup, j'imagine que tu t'es penché un peu sur comment est-ce qu'on établit un FKT. Alors, un FKT, c'est assez simple. En fait, il y a 3 modes pour faire un FKT. Il y a le mode avec assistance, donc ce que pas mal de gens font quand tu as un véhicule qui t'assiste sur la course avec peut-être ta famille, tes amis, ou qui te ravitaille, etc. Donc, tu as forcément moins à porter, tu as pas trop à penser à la logistique. Ça, c'est le mode assistance. Ensuite, tu as le mode autosuffisance. Donc, c'est ce que moi, j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu transportes ton matériel, etc. Par contre, tu peux te ravitailler en cours de route sur le chemin au travers des différents refuges, différentes cabanes ou différentes supérettes que tu peux croiser. Par contre, tu n'as pas le droit d'aide anticipée. Donc, tu n'as pas le droit d'appeler un mec et de dire viens m'aider, quoi. Et tu as l'autonomie. Donc, ce qu'a pu faire Sébastien justement sur son GR20, c'est-à-dire de transporter toute sa bouffe du début à la fin et de se ravitailler juste en eau sur le parcours. Donc là, c'est un mode extrême, ce qui est quand même relativement très compliqué à faire sur le GR10. Parce que, quand tu passes, allez, on va dire entre 10 et 20 jours sur un sentier, tout porter, ça fait lourd. Donc, du coup, j'ai choisi le mode autosuffisance qu'avait choisi aussi Aurélien. Et puis ensuite, pour établir ce FKT, tu dois avoir entre guillemets, des méthodes de vérification. Donc, c'est-à-dire soit avoir une montre, soit avoir une balise. En sachant qu'il y a des sentiers qui sont, entre guillemets, considérés comme des sentiers premiers. Donc, c'est des sentiers un peu royal, si on peut dire, comme il y a le Gervais en France. Il y a la Via Alpina. Et ces sentiers-là, ils doivent être, il y a des règles précises avec ces sentiers, c'est-à-dire de prévenir avant le site FKT, de leur envoyer la balise pour qu'ils la mettent de manière publique. Le GR10 n'était pas un sentier premier, mais il y en a quelques-uns aussi, surtout aux États-Unis. Et donc voilà, aussi simple que ça. Et puis ensuite, il faut l'alimenter avec un récit de course, mettre des photos, etc. Et puis voilà, après, c'est un peu aussi, il y a une espèce d'attestation sur l'honneur, parce que forcément, eux, ils sont pas sur le terrain, ils peuvent pas vérifier. Contrairement à, par exemple, les 24 heures de dénivelé positif, où des fois, il y a Guinness ou des organismes qui viennent vérifier. Je crois que Hugo Ferrari avait fait ça, par exemple. Mais sur les FKT,
peut très bien y avoir un mec qui prend une caisse ou qui donne sa montre à des gens. Mais bon, après, c'est pas l'esprit du trail et c'est pas l'esprit du FKT, mais voilà un peu les grosses règles. Et donc toi, tu avais choisi l'option, tu avais une balise, c'était avec ta montre, tu avais une balise? Alors moi, j'avais ma balise parce qu'en fait, ma montre me servait de navigation. Parce que le truc, c'est le problème de la montre, c'est que bon, même si t'as une Coros, t'as une superbe montre qui tient l'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut quand même la recharger régulièrement parce que ça pète la batterie d'avoir tous les modes et tout. Donc du coup, elle me servait de navigation et moi j'avais ma balise du coup à distance qui me permettait du coup d'avoir après tout le tracé et qui permettait aux gens de pouvoir suivre à distance quoi. Je pense que c'est très clair ce que tu as établi et comment est-ce que tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es préparé à cet objectif, on va dire dans un point de vue d'abord plutôt physique, entraînement, parce que partir pour 11 jours, c'est pas rien. 11 jours d'efforts quasiment continus, puisque j'imagine que ton objectif, c'est de dormir le moins possible. Comment est-ce que tu t'es préparé un petit peu ça en termes d'entraînement? Alors c'est très complexe parce que malheureusement il n'y a pas trop de science derrière ce genre de projet. Il y a peu d'études et tout, donc c'est compliqué même en tant que coach et tout de pouvoir savoir comment on se prépare pour ce genre de projet. Donc moi j'avais axé ma préparation sur deux choses. En fait je suis un coureur de base qui est plutôt rapide et j'ai moins le profil d'Aurélien qui a un profil plutôt randonneur. Donc lui qui va plutôt faire des longues sections pendant longtemps. Donc dans la résistance, etc. Tandis que moi, j'aime bien faire les étapes assez rapidement pour avoir un peu plus de temps pour me reposer. Donc je voulais me baser un peu sur mes qualités aussi. Et donc ça, c'était le premier point un peu de réflexion. Donc je me suis préparé comment alors déjà de base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séquencé ma saison à partir de janvier, parce qu'avant ça, j'avais fait la traversée des États-Unis, donc je voulais aussi me reposer, etc. Donc je me suis dit, quels sont un peu des points faibles de manière dans le trail ou dans les aventures. J'avais le sommeil. Je suis un très gros dormeur et c'est très compliqué pour moi la privation de sommeil. Et deux, le froid aussi. Et je sais que sur le GRD, je pouvais aller affronter le froid. C'était plutôt des éléments un peu plus psychologiques, mais je voulais les incorporer à ma préparation. Donc ce que j'ai fait, c'est en mai, j'ai incorporé un espèce de projet d'aventure sur le GR51, donc ce qu'avait fait Seb justement, qui traverse le sud de la France. Donc l'idée, c'était un peu pouvoir tester 2-3 trucs comme l'allure que j'allais pouvoir avoir sur le GR10, tester un peu du matos, notamment du matos Wise que je pouvais avoir parce que je suis équipé Wise depuis un petit bout de temps maintenant. Et donc c'était hyper important pour moi aussi de l'incorporer dans la préparation et de pouvoir tester tout, même si j'avais déjà testé le short et tout, mais voilà, je voulais être en phase avec tout ça. Et puis aussi tester un peu la privation de sommeil. Et donc voilà, j'ai testé sur cette aventure qui a duré 235 km. Donc c'était quand même 2 mois avant le GR10, donc c'était quand même assez court le laps de temps, mais c'était quand même une allure assez cool. Et surtout, j'ai fait ce projet avec assistance pour quand même mettre un peu de plaisir là-dedans. Et donc ce projet, c'est super parce que j'ai pu vraiment tout tester et j'ai eu des bons retours au niveau physiologique, au niveau physique et tout. Donc j'étais vraiment très confiant. Ensuite, j'ai fait beaucoup de grosses navettes. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un entraînement un peu idiot. Mais bon, qui est un peu indispensable quand on prépare ce genre de projet avec du gros dénivelé. Bon après, les retours scientifiques là-dessus, je sais pas s'il y en a, mais en tout cas niveau mental, c'est un très bon entraînement. Et c'est vrai que j'ai fait du coup une grosse navette au Cavé de Fuy. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Cavé le plus raide du monde. C'est un segment de 1,9 km et 1002 D+. Et donc je l'ai fait 5 fois notamment. Donc c'est très raide et surtout c'est pareil, j'avais un très bon retour, je grimpais très bien. Donc je me suis dit ok, les gens répondent bien, à la tête aussi, donc ça m'a donné beaucoup de satisfaction. Et puis après tout ça, j'ai pu établir mon espèce de ma feuille de route pour le GR10 parce que je savais pas trop quel temps je pouvais viser, parce que même si je voulais m'approcher ou battre le record, je voulais savoir comment je pouvais m'en approcher le plus possible. Et donc j'avais établi un temps de 11 jours et 18-19 heures. Donc c'était le temps que j'avais à peu près visé par rapport à mes diverses aventures. Par contre, et ça je tiens à dire, et souvent on me pose la question, on me dit oui, Antoine, t'as fait beaucoup de randonnées, t'as beaucoup préparé, mais j'ai aussi fait beaucoup de vitesse pendant l'hiver parce que j'ai quand même gardé des qualités, j'ai quand même gardé de l'intensité. Je faisais beaucoup de séances seuil en bosse, etc. Donc j'ai mis aussi une course en mai un peu avant qui s'appelle les Coursières, où j'ai pu avoir l'opportunité de finir deuxième derrière Robinson qui est aussi un très bon athlète. Et donc voilà, donc je voulais confirmer aussi mes qualités de vitesse, garder aussi ça, parce que je pense que c'est important aussi même quand on fait ce genre d'aventure, et surtout parce que je suis aussi jeune, donc je pense que c'est aussi un privilège de pouvoir garder des bonnes qualités. Et donc voilà, donc j'ai essayé de garder ça, et surtout j'ai fait un énorme hiver, ce qui est un peu paradoxal. Souvent les gens en hiver ils coupent ou ils font des sports croisés. Moi j'ai beaucoup couru parce que avant le GRD j'avais couru à peu près 3000 km depuis janvier, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, avec pas mal de dénivelé. J'ai passé beaucoup de temps en montagne,
J'ai essayé de passer le plus de temps possible, même à faire de la randonnée, des sorties courtes, pour vraiment, vraiment m'imprégner de cet esprit et pouvoir être le plus à l'aise possible le jour où j'allais arriver sur le GR10. Et ce qui était quand même cool, parce que quand je suis arrivé sur le GR10, du coup, j'ai pas eu trop de problèmes avec le sommeil. J'ai pas eu j'ai pas eu de problème avec le froid. Donc, je pense que ça a été payant. Alors j'ai plein de questions qui me viennent en tête de t'avoir écouté. La première que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as fait du coup, est-ce que tu as comparé le nombre de temps que tu as dormi toi par rapport à Aurélien par exemple? Et est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu as plus dormi mais tu as été quand même plus rapide? Alors, sur les premiers jours, notamment sur la première partie, donc les Pyrénées catalanes, j'ai beaucoup plus dormi que lui, parce qu'il était un peu plus rapide sur mes étapes. Ça, oui. Sur l'Ariège, on a eu, je pense, à peu près le même niveau de sommeil. Pour expliquer un peu, les Pyrénées, ça se divise en 4 parties. Donc, on va avoir les Pyrénées catalanes, qui est une zone un peu plus, un peu technique, mais sans plus. Il fait très chaud, par contre. Il y a assez peu d'eau, mais c'est une zone relativement facile quand même. Ensuite, on va avoir l'Ariège. Donc, l'Ariège, c'est la période, la zone redoutée. Enfin, moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit, le GR10 commence en Ariège et finit en Ariège. C'est-à-dire que je savais que si je finissais l'Ariège, normalement, il n'y avait pas trop de soucis. Parce que je connaissais aussi le reste des Pyrénées. Je savais comment c'était, donc je ne faisais pas de soucis là-dessus. Ensuite, on va avoir les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, c'est un peu le Graal. C'est magnifique, c'est très beau. C'est aussi technique, mais ça se court aussi bien. Et puis ensuite, on a les Pyrénées un peu atlantiques. Donc là, on va arriver sur les Biarritz, toutes ces zones-là. Et là, c'est une zone un peu plus humide. On va avoir un temps un peu plus venteux, etc. Et donc là, sur cette partie-là, vraiment de l'Ariège, je pense qu'on a eu le même niveau de sommeil. Et puis après, c'était assez mince, assez fluctuant, mais j'avais quand même, mon sommeil allait bien. Mais ouais, ma montre, elle m'indiquait 3 heures de sommeil de moyenne sur la semaine. Donc c'était ce qui est assez peu quand même de moyenne. Comment tu faisais pour dormir? C'est-à-dire comment ça se passe dans ton équipement? J'imagine que tu avais par exemple un matelas, un duvet ou un mini matelas, un duvet, et quand tu en pouvais plus, tu dormais, ou alors est-ce que tu anticipais? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un matelas, donc un matelas de la marque Nemo, et en fait c'est le matelas le plus léger du marché. J'avais demandé à un de mes amis qui a un magasin, vraiment donne-moi le meilleur matelas actuel, le plus léger et surtout le plus confort, quoi. Donc il m'a filé ce matelas. J'avais mon duvet, un Citus Summit aussi, qui était un peu trop chaud par contre, parce que mine de rien, quand tu redescendais dans les vallées et que tu dormais, bah il fait 30 degrés, 25 degrés même la nuit, donc c'est compliqué. Et puis du coup, j'avais ce matériel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment varié les nuits. La première nuit, j'ai dormi derrière une salle municipale. Vraiment, c'était à l'arrache. J'ai dormi dans des cabanes. J'ai dormi après. Enfin, j'ai fait aussi pas mal de micro-siestes. Souvent, je mettais 20 minutes quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Après, je suis allé parfois loin, notamment dans les hallucinations. Je me souviens de certaines descentes où j'entendais des voix, où c'était vraiment dans ma tête, ça devenait dur. Et ce que je dis souvent, c'est que je n'avais jamais autant expérimenté la privation de sommeil. C'est-à-dire qu'au début, tu as vraiment cette sensation comme quand tu es fatigué au volant, c'est-à-dire que tu as du mal à ouvrir les yeux, c'est pas facile. Ensuite, ton corps l'accepte, c'est-à-dire que c'est assez marrant, mais tu fais avec cette privation de sommeil et tu le subis moins. Et ensuite, ça devient cata, c'est-à-dire que là, vraiment, ça agit sur toutes tes humeurs, tout le temps de réaction, et tu es entre guillemets hypersensible. Tu vas te mettre à pleurer pour un peu pour rien, tu vas plus supporter la frustration. Donc c'est plutôt un saut d'humeur, et c'est assez marrant, c'est que moi j'appelais ma copine un peu tous les soirs, enfin quand je pouvais, au téléphone, et c'est vrai qu'elle a vu une énorme différence entre le Antoine du début et le Antoine de la fin, parce qu'à la fin j'écoutais plus rien de ce qu'elle disait, je retenais plus rien. Et donc ouais, le sommeil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment pas négliger. Et j'avais lu beaucoup d'études, je me suis beaucoup intéressé sur le sujet. Mais je pense aussi que c'est aussi, enfin, pas de réponse là-dessus, mais je pense aussi que c'est très génétique, propre à chaque personne. Je sais que Sam, lui, enfin moi, ça me fascinait. Le mec disait dans ses récits de course qu'il arrivait à courir à courir en dormant. Enfin moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit que, ok, d'accord, c'est de la folie, quoi. J'ai essayé de courir en dormant, mais j'ai pas trop réussi, quoi. Et puis ouais, alors tu as des personnes qui sont effectivement, je mets ma casquette de chercheur 2 secondes, mais tu as effectivement des personnes qui sont plus sensibles à la privation de sommeil que d'autres. Et tu as également le fait qu'on s'y habitue pas au manque de sommeil. Par contre, on peut pas devenir plus résistant au sommeil. Par contre, on s'y habitue, c'est-à-dire que tu connais les sensations et t'es pas surpris. Et c'est surtout ça, l'idée, c'est de... Enfin, c'est comme la première fois que tu fais une grosse hypo ou que t'arrives plus à manger. Bon, bah en fait, tout est foutu. Et en fait, après, pour les fois d'après où ça t'arrive, tu te dis, bon, ça m'arrive, et bah ok, je vais voir comment je vais faire pour faire passer ça. Et tu t'habitues pas à être en hypo, juste bah tu apprends à réagir et tu te dis ok, je l'ai déjà connu, je vais gérer mieux cette fois-là.
Non, c'est vrai que bah, après le petit truc, c'est que bizarrement, certaines fois, les nuits, quand je dormais, au final, j'arrivais pas vraiment à dormir parce que bah, il y avait un peu trop de vent, j'avais trop chaud, il y avait toujours des trucs qui pouvaient se passer. Et par exemple, la première nuit, j'ai eu une nuit quasiment de 6-7 heures, donc ce qui est énorme, parce que j'ai été arrivé très en avance à Arles-sur-Tech. Et au final, j'ai pas dormi du tout de la nuit parce que j'entendais des bruits partout, il y avait des moustiques. Donc au final, toujours important même si c'est 1 heure ou 2 heures, vaut mieux dormir 1, 2 heures, mais de manière profonde, de trouver un bon endroit pour dormir, que de dormir à l'arrache 6-8 heures, parce qu'au final, si tu dors pas, ça aura ça derrière. Et du coup, pour reboucler avec ta réponse précédente où je t'ai dit que j'avais plein de questions, est-ce que tu es allé faire une reconnaissance du parcours? Alors, c'est une question que beaucoup de gens me posaient. Ouais, est-ce que tu vas aller faire une reco? Et en fait, non. Je voulais pas faire de reco. Pourquoi? Parce que je voulais me laisser porter par l'inconnu, aussi par l'aventure et découvrir les choses. Parce que je connaissais pas forcément tous les Pyrénées. Je connaissais la zone des Hautes-Pyrénées. Je savais exactement à quoi m'attendre. J'avais aussi couru sur la Pic-Ariège. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est du Challenge Montcalm, qui est une course effroyable. 70 km, 7000 mètres de dénivelé positif. Et donc, je connaissais un peu cette zone-là avec le refuge de Bassiès, etc. Et donc, je savais à quoi m'attendre à peu près sur l'Ariège, même si on sait jamais vraiment à quoi s'attendre là-bas, c'est une boucherie. Pour avoir fait le GR20, pour avoir fait tous les trucs techniques, l'Ariège, c'est quand même compliqué parce qu'il y a vraiment cette espèce de météo changeante, et cet aspect très sauvage aussi qui est compliqué. Et puis, du coup, voilà, j'avais pas fait de reco forcément et je voulais pas m'en imposer parce que je voulais aussi découvrir et partir vers l'inconnu. Et est-ce que si on passe un petit peu juste sur la logistique, parce que je me pose aussi des questions là-dessus, puisqu'on a parlé en fait de comment tu as dormi, etc. Est-ce que, avec quoi en fait, comment tu choisis ce que tu vas emmener, ce que tu vas pas emmener, parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu fais forcément une impasse. Par exemple, t'as pas parlé de tente, j'imagine que tu n'en avais pas. Parce que c'est 2 kilos en plus facilement une tente, mais bon, elle est plus légère, c'est peut-être dans les 900 grammes, mais c'est énorme, 900 grammes. Comment est-ce que tu as fait ce choix? Est-ce que la période que tu as passée sur la traversée que tu as fait dans le sud, j'ai oublié le GR54, je crois, si je dis pas de bêtises, 51, pardon. Est-ce que c'est là où tu as dit, OK, ce matériel, je l'emmène, celui-là, je l'emmène pas? Comment est-ce que tu as réussi à choisir ce que tu as emmené et qu'est-ce que tu as emmené? Alors ça, c'est une très très bonne question parce que c'est pareil, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut aller voir ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai eu tout ce que faisaient les mecs qui font des FKT et j'ai regardé leur matériel, qu'est-ce qu'ils emportaient. Donc j'ai regardé par exemple Aurélien, j'ai pu regarder Seb, j'ai regardé aussi des Américains, beaucoup les Américains parce que là-dessus ils sont vraiment très forts sur tout ce qui est matériel. Donc pour ceux qui connaissent pas, Nick Fowler, excusez-moi du nom de famille un peu mal prononcé, c'est un peu le roi du FKT là-bas sans assistance. Il a tous les FKT un peu connus sans assistance et c'est un espèce de hippie qui paye vraiment pas de mine mais qui est très 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 fort et surtout qui a une vraie philosophie sur son matériel d'emporter très 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 léger pour pouvoir avancer aussi plus vite. Aurélien avait 2,5 kilos sur son sac, mais ce qui est vraiment rien. Et donc j'ai un peu regardé tout ça. Je me suis inspiré de ce que moi j'aimais aussi, ce que j'avais fait sur le PCT. Et donc je me suis dit ok, il faut pas que je dépasse 3 kilos. Si je veux pouvoir avancer vite. Donc déjà, je me suis dit, on va enlever tout ce qui est tente, forcément, parce que ça va apporter du poids. Ou Aurélien dormait sur le sentier, et puis j'ai déjà dormi sur le sentier sur certaines aventures, donc je savais que ça pouvait le faire. Donc j'ai pris un matelas. Je me suis dit qu'il fallait quand même un duvet, parce que je pense que c'est important, surtout si tu dors sur un col ou sur une crête. J'ai fait une micro-sieste à un moment au col du Portet, donc il fallait absolument un duvet parce qu'il peut faire très froid. Et puis après, on est sur le seul matos de sommeil qu'on a. Puis ensuite, après, j'avais le matos classique, donc j'avais un Akaway Wise. Donc là, celui-là qui est vraiment injouable. Franchement, moi je l'ai utilisé sur le PCT. Ça m'a toujours bien servi, il tient chaud et tout, donc c'était nickel. Ensuite, j'avais le Shortwise aussi, pareil. C'était parfait aussi parce qu'il ne faisait pas de frottement. Et j'avais Juste petite question sur le short, t'es parti en Sherpa Max, j'imagine, avec celui qui a le plus de portage possible? Ouais, Sherpa Max. Moi, j'adore ce short. Franchement, je l'avais utilisé sur la traversée des États-Unis. Donc c'est pas le même parce qu'il avait été complètement défoncé, mais c'est vrai que c'est vraiment un short super. Surtout parce que moi je suis sujet au frottement, surtout dans ce genre d'aventure où en fait la transpiration elle descend, etc. Et puis après ça sèche et ça devient des espèces de cristaux de sel et ça frotte et ça devient un enfer. Donc c'est vrai, c'est un très bon short. Et puis ensuite j'avais pris une frontale et ce que j'avais fait parce qu'on me demande aussi comment tu faisais pour la batterie de la frontale, j'avais pris plein de batteries Petzl, donc j'en avais pris 6-7 et je les avais rechargées à bloc avant, comme ça je savais que j'allais avoir aucun souci avec ça. Et surtout, les nuits étaient assez courtes. Donc, il faisait nuit vers 22 heures et des bananes. Et puis, il faisait jour vers 5 heures. Donc, au final, la nuit, elle faisait 6-7 heures, grand maximum. Donc, c'était plutôt agréable. Et puis, après, j'avais une batterie, une Nikkor NB10000. Donc, c'est super pour recharger. C'est le meilleur du marché parce que c'est le meilleur compromis entre légèreté et qualité.
Donc voilà, donc j'avais d'autres choses, hein. J'avais ma paire de bâtons, un baume. Moi, je ne jure que avec les baumes quand il fait chaud l'été, parce que surtout, je trouve qu'une casquette, ça protège pas assez du soleil, et on oublie souvent que la chaleur, ça peut vraiment être cata, parce que vraiment ça peut voilà vous fatiguer. Et quand vous avez un bob et que vous perdez quelques degrés au niveau du ressenti, ça fait vraiment la diff. Et puis après en eau, j'avais pris 1 litre sac, donc 1 litre plein, et j'avais toujours 500 litres, une flasque vide. Mais au final, ce matos-là, j'ai pas tout fini avec parce que mon duvet a pris l'eau 3 jours avant la fin, 2-3 jours avant la fin, je me souviens plus. Et donc j'ai dû l'abandonner, en sachant qu'il était cassé. Donc je me suis dit, est-ce que je me fais chier entre guillemets avec un duvet que je me mets sur le sac et puis ça a le temps que ça sèche et tout, même s'il faisait chaud. J'avais pas envie de l'avoir, donc du coup j'ai abandonné. Et puis j'ai perdu 2 flasques. Donc à la fin, il m'en restait qu'une sur le dernier jour. Et puis mon t-shirt Wise, je l'ai déchiré parce que j'ai eu un énorme mal de ventre. Et donc j'ai fallu trouver des choses pour voilà. Je fais pas de dessin et du coup j'ai dû déchirer les manches. Du coup il était inutilisable. Donc voilà, donc c'est aussi le truc d'une aventure, c'est aussi de s'adapter aussi aux circonstances qui peuvent arriver, parce qu'en fait vous allez pouvoir commencer avec quelque chose, mais peut-être ne pas finir avec. Donc il faut toujours aussi penser à des plans A, des plans B. Mais la solution, c'est, je pense, c'est de tester son matos. Moi, je sais que j'avais aussi testé le matos. Le seul gros problème, c'est le sac que j'avais, parce qu'en fait, de base, Wise sortait le sac d'itinérance, mais il y a eu des petits ralentis au niveau de la production et tout. Donc, du coup, ils n'ont pas pu me fournir avec le sac Wise. Malheureusement, je suis parti avec un autre sac, et donc qui était bien, mais qui m'a quand même pas mal donné de frottement au niveau du dos et tout. Donc, j'aurais préféré avoir le sac Wise, mais bon, ça l'a fait. Je pense que sur ce genre d'aventure, avoir un 20 litres, ça fait quand même la diff de rajouter un peu de portage. Moi, j'avais un 15. Le 15, c'est quand même bien condensé. Donc, faut vraiment aller chercher. Et puis après, j'avais tout ce qui était bouffe, alimentation, hein, ou voilà. Donc, je pense que sur ce genre d'aventure, il faut aussi vraiment se tester, savoir ce qui nous plaît. Mais il y a une citation américaine qui dit, en gros, pour traduire en français, qu'on porte souvent le poids de nos peurs. Et ça, c'est toujours vrai. Vraiment, le gens, la plupart du temps, ils sont là, oh, et si j'avais besoin de ci, mais au final, t'as pas tant besoin que ça. Il fait 30 degrés dehors, t'as pas besoin de 3-4 vestes. Au final, tu cours aussi, donc tu produis de la chaleur. Donc voilà, donc les gens ont souvent très peur, mais faut pas. Je me permets un petit commentaire, mais tu me diras si tu penses que c'est faux, parce que j'ai pas l'expérience d'aventure que t'as. J'ai juste des expériences sur des trails, moi. Mais je trouve que entre les premières courses que j'ai réalisées, un peu longues il y a quelques années, où j'avais un sac de 12 litres rempli, mais énorme, et ce avec quoi je pars sur l'échappée belle là dans quelques semaines. Enfin, la 100 km, je fais pas encore la grande, mais ça reste là. Ouais, ça reste. Déjà énorme. Ouais, ça reste 100 bornes et 7005, quoi. Donc, dans Beldon. Et bref, j'ai l'impression que mon sac, les épreuves se sont rallongées, mais mon sac s'est réduit parce que maintenant, je me rends compte qu'il y a quand même des choses que, comme tu disais, que j'emmenais par crainte. Et j'ai pas fait de croix sur le matériel de sécurité, hein. Des trucs de sécurité, couverture de survie, sifflet, des trucs comme ça, pantalon de pluie, ça je l'ai encore. Mais il y a quand même des choses qui ont dégagé. Donc je pense que, et quand je repense à mon sac que j'avais sur le GR20, que j'ai fait en rando il y a des années avec un gros sac et tout, je me dis mais n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai emmené? C'était mon premier, je me suis dit mais n'importe quoi. Le seul truc, je pense, sur lequel on peut, tu diras ce que t'en penses, mais sur lequel je pense que je suis ok d'avoir un petit rab, c'est ce que t'as dit, c'est la flasque vide ou 2 flasques vides. Alors, en fait, je me dis ça pèse rien, s'il y a des longues portions où j'ai super chaud, je serais content de pouvoir prendre un peu plus de flotte, mais c'est peut-être la seule chose que j'ai gardée en bonus pas très utile. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Il y a une grosse différence, et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à aller voir ce qui se fait du côté américain, parce qu'on a beaucoup de connaissances sur le côté course à dossard en France. Ça, c'est indéniable. On est, je pense, les maîtres sur le sujet. Par contre, sur le côté aventure, là-bas, il y a beaucoup de sentiers de longue randonnée, et il y a vraiment une très, très grosse culture du off. D'ailleurs, là-bas, ils connaissent pas trop les coureurs d'ici. Tu vois, Anti-François Daen, même Kylian Jornet, moi j'ai rencontré des mecs qui connaissaient pas. Par contre, tous les mecs là-bas d'aventure, ils connaissent tous, quoi. Parce que ils sont vraiment portés vers ça. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances à aller prendre de là-bas. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut jamais entre guillemets se refuser, comme l'eau justement. On peut, moi typiquement, je peux faire 3-4 heures sans rien manger. Bien sûr, ça va être un peu au mental à la fin, mais ça se fait. Par contre, 4-5 heures sans eau, non. Et surtout, ça peut envoyer des blessures, ça peut être catastrophique. Donc l'eau, faut jamais négliger. Ça, c'est pareil. Si je peux prendre un petit peu de truc. Après, attention, il y a aussi des gens qui mettent des énormes camelback avec le tuyau, et du coup ils mettent 2 kilos. Enfin ça, je suis pas si sûr que ça soit intéressant. Tu perds du temps. Donc avoir des flasques, c'est vraiment super cool.
Donc ouais, je pense que c'est ouais. Il y a une énorme différence, hein. Moi, je portais très très lourd avant. Pareil, j'ai fait un GR20. Le premier GR20 que j'ai fait en 7 jours en 2020, et j'avais un gros sac. Aujourd'hui, enfin maintenant que je l'ai refait plusieurs fois, je pars avec rien et parce que je sais que j'ai pas forcément besoin de beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est faire ses propres expériences. On a envie de se rassurer aussi en se disant qu'on a plein de choses. Enfin, moi, je vois, je mettais des caleçons de rechange, des t-shirts de rechange dans un final. Bon, un t-shirt, un short, et puis voilà. Donc, bon. Mais ouais, c'est. Juste pour dire que, pour réinsister juste sur un truc, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut oublier le matériel de sécurité, hein. C'est-à-dire que pour moi, le matos de sécurité, les batteries de secours, les sifflets, la couve de survie, c'est pas là-dessus qu'on fait du compromis. C'est exactement sur ce que tu viens de dire, le t-shirt de rab, les 2 caleçons de rab, alors qu'en fait, tu peux peut-être te foutre dans un lac, et puis, vu la condition dans laquelle t'es, ça fera l'affaire. C'est plutôt là-dessus qu'on discute. Moi, j'avais une couverture sur lit, et elle m'a sauvé la vie parce que j'ai eu, alors, faut que je rappelle le jour, je crois, le 4e jour, je crois, justement, quand je suis commencé l'Ariège. Donc, je crois que c'est le Bézine, je crois que ça s'appelle, je sais plus, c'est un col. Et en fait, il y a eu un énorme orage, très, très violent, une énorme pluie. Et en fait, moi, j'avais mis ma couverture de survie par-dessus mon sac, et ça m'a permis de me réchauffer parce qu'il faisait super froid. Toutes mes affaires étaient mouillées. Donc, au final, si j'ai pas eu de couverture de survie, ça aurait été la cata. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est qu'en fait, moi, je suis parti 5 heures après le mec qui tentait le record avec assistance, un japonais, Keisuke. Et Keisuke, il a abandonné exactement au même endroit que moi, quelques heures avant. Et j'ai pu le retrouver quelques heures après, d'ailleurs, enfin, du coup, le lendemain. Et donc ce mec-là, il a abandonné parce que justement, il avait rien, aucun matos sur lui pour pouvoir se protéger. Donc, non, faut pas négliger ça. Et juste ce que tu disais sur les poches à eau, moi je trouve qu'il y a juste un intérêt sur la différence poche à eau flasque, en plus de celui que tu as mentionné. C'est le fait de savoir quantifier ce que tu bois et ce que tu as devant toi. Je me souviens qu'il y a des offs que j'ai fait qui étaient plus modestes, mais où j'avais quand même des longues portions sans flotte. Et je me suis dit, ok, là je sais que j'en ai pour par exemple 7 heures, j'ai pas de flotte, j'ai 4 flasques, comment je gère? Et en fait, quand tu as ta poche à eau, tu sais pas trop comment tu bois, alors que quand tu as ta flasque, tu peux dire, ok, j'en bois une par heure et demie, par exemple, et tu as exactement devant toi ce que tu peux quantifier ce que tu bois. C'est pour ça que j'aime bien les flasques. Non, je suis d'accord. Les flasques, pour moi, c'est injouable. Ouais, c'est un détail, mais je pense que c'était intéressant ce qu'on vient de raconter. Tu as très rapidement mentionné l'alimentation. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble l'alimentation sur 11 jours comme ça? Alors là, je vais me m'attiser quelques foudres peut-être de certains nutritionnistes, mais malheureusement, sur ce genre d'aventure, c'est très compliqué de pouvoir bien s'alimenter. Et je pense, c'est ma philosophie, qu'il faut surtout s'axer sur le plaisir et sur le regain d'énergie mentale. Parce qu'en fait, on vient de faire une étape de 20, 30, 40 kilomètres, et juste, on n'a peut-être pas envie de se frotter des carottes et des concombres. Alors, on a peut-être envie de se mettre d'autres choses, comme par exemple des sodas, des choses un peu plus exotiques. Moi, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis très strict avec mon alimentation. Voilà, j'ai toujours le même petit déj depuis 7 ans. J'ai une alimentation de vie très saine, etc. Mais justement, les aventures, moi, c'est un peu le moyen de pouvoir couper avec tout ça, cette routine street, et de pouvoir faire un peu le bordel et le chaos. Mais j'oublie pas les bases. Donc, je mets un peu de plaisir. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une ville, par exemple, je vais boire beaucoup de soda, m'alimenter avec pas mal de choses. Mais par contre, j'ai quand même une base. C'est-à-dire que le premier truc que je fais quand j'arrive dans un énorme endroit, c'est que je prends un repas solide, très consistant. Tout ce que je peux trouver, une pizza, un burger, un repas, une salade de taboulé, enfin tout ce que je peux trouver. Et surtout, j'essaie de faire attention aux protéines, j'essaie vraiment de m'alimenter là-dessus. Et puis, je vais rajouter beaucoup de plaisir, du soda. Et j'essaye aussi souvent de boire beaucoup d'eau gazeuse quand j'arrive dans une ville, parce que pour recharger en minéraux, etc. Donc ça, c'est plus la partie quand j'arrive dans une ville. Après, ce que je vais charger dans mon sac, là, c'est pareil, c'est faire avec ce que je vais trouver. Donc, des barres de chocolat, des M&M's, des trucs un peu, voilà, qu'on peut trouver. C'est très compliqué, malheureusement, quand tu vas dans un carrefour ou dans un refuge. Souvent, on a les mêmes choses, hein, c'est des barres d'avoine, des barres de Snickers. Donc, c'est compliqué. On peut pas faire avec du Meltonic, par exemple. Donc voilà, c'est un peu la difficulté. Mais il faut surtout le tester. Je pense à l'entraînement aussi. Tester ce genre de choses, parce que, mine de rien, si on a des ballonnements, des gros problèmes digestifs, ça peut être très compliqué. Donc, faut tester avec ce genre de nourriture. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas souvent l'habitude de tester ce genre de nutrition en course, parce que souvent, on préfère des choses un peu plus qualitatives, comme une tonique, comme Mortel, etc. Donc voilà, donc c'était un peu comme ça que je faisais. Mais surtout, voilà, quand j'arrivais dans une ville, le plus important, c'était vraiment de penser à recharger, vraiment recharger pour le mental. Donc, soda, banane, eau gazeuse, plat consistant. Et puis après, voilà. Donc, ma stratégie, c'était quoi? C'était manger beaucoup en calories, et surtout avoir souvent un repas solide quand même dans le sac en espèce d'urgence, au cas où si j'avais un problème de ravitaillement, si le supérette était fermé. Donc voilà un peu comment je fonctionnais.
En général, tu croisais une supérette pour acheter de l'alimentation tous les combien? Alors pareil, j'avais fait une story justement pour expliquer exactement où j'avais pu trouver des choses et tout. En Ariège, pour faire un peu, il y a quand même des refuges que tu peux trouver, mais c'est assez compliqué d'anticiper. Donc, je crois que l'étape la plus longue que j'ai fait sans chercher de nourriture, ça devait être 2 jours. Donc, 2 jours. Après 2 jours, faut savoir que 2 jours à la vitesse où j'allais, ça faisait à peu près 150, 160 kilomètres. Donc c'est quand même long. Pour un randonneur, faut savoir que ça fait à peu près peut-être 4, 5, voire 6 jours. Donc c'est quand même énorme. Donc après, j'ai essayé de trouver, enfin, je trouvais des refuges, des petites cabanes, etc. Mais ça, c'était pas facile. Sinon, il faut sortir du sentier et tu perds énormément de temps, le temps d'y aller et de revenir. Donc ouais, donc c'était quand même pas évident. Mais après, par contre, tu en avais tous les jours. Tous les jours, tu avais un truc, une ville, surtout dans les Hautes-Pyrénées, même dans les Pyrénées-Atlantiques. T'as des villes tout le temps, et Hautes-Pyrénées surtout, on va avoir Cauterets, Mus-Saint-Sauveur, la fin de l'Ariège, la Ligne-Bannière, Loudun-Biel, enfin, on a pas mal de villes et pas mal de possibilités de se ravitailler. Donc ça va. Mais c'est vraiment l'Ariège. L'Ariège, il faut vraiment la séquencer, savoir à peu près où on va se ravitailler. Mais on va avoir des espèces de surprises où on va pas s'attendre à avoir un refuge qui tombe là comme ça. Et puis on va pouvoir un peu s'alimenter. Donc c'est ça aussi la beauté de ce sentier. Il y a un truc que tu as dit dans ta publication Instagram sur le fait, juste après, peut-être après un peu de sommeil, mais après avoir réalisé ce FKT, c'est que tu avais dit que quelque chose du genre battre un record sans douleur, c'est impossible. Et je voulais parler un peu avec toi de ta relation peut-être aux douleurs que tu as pu avoir sur ce FKT. Pendant 11 jours, est-ce que ça représente une énorme partie du temps où tu es en souffrance? Est-ce que ça reste quand même majoritairement du plaisir? Comment tu as vécu cette relation à la douleur et à quel point est-ce que ça a été éprouvant physiquement? Enfin, éprouvant, c'est pas le bon terme, excuse-moi. Éprouvant, c'est pas le bon terme. C'est plutôt douloureux physiquement. Parce que éprouvant, c'est de la fatigue, mais douloureux, c'est encore autre chose, je pense. En fait, c'était la première fois que justement j'avais autant de souffrance, mais d'un point de vue physique, psychologique, que j'avais jamais expérimenté à un tel niveau. Vraiment, j'étais rendu à un point où je pleurais tout seul parce que j'avais vraiment mal et j'étais vraiment fatigué et la motivation était vraiment au défaut plus bas. Donc je pense que de toute manière, quand on s'engage dans une aventure comme ça, on sait qu'on va avoir mal, on sait qu'on va avoir de la douleur, et je pense qu'il faut surtout pas la refuser. Je connais pas mal quelques athlètes qui justement passent leur temps à se préparer d'un point de vue physique et physique pour ne jamais avoir à se confronter à la douleur, comme s'ils pouvaient y passer, mais ils se rendent pas compte, c'est que un François, un Kylian, un Mathieu, tout le monde y passe à la souffrance. Et la différence, c'est que certains vont l'accepter, d'autres vont la refuser. Et donc, je pense qu'il faut savoir l'accepter, se dire que ça fait partie de l'aventure. Après, forcément, c'est compliqué. Il n'y a pas grand monde qui peut faire face à la douleur et se dire, tiens, j'adore ça. Enfin, c'est à part être un psychopathe. Donc, il faut juste se dire, voilà, ça fait partie du jeu et que de toute manière, dans quelques jours, quelques semaines, bon, ça sera oublié. Même les gens qui ont regardé ce périple auront oublié ton truc. Donc, il faut se dire que voilà, ça fait partie du jeu. Et donc c'est vrai que ça a été quand même beaucoup de souffrance et qu'il y a quand même eu très peu de plaisir. Faut dire la vérité. J'ai eu quand même très peu de plaisir. Les petits moments de plaisir, c'était voilà les beaux paysages que je pouvais avoir, les petits moments où j'étais au téléphone avec ma petite amie, les rencontres aussi que j'ai pu faire. Et c'est aussi les moments où j'arrivais dans des villes, parce que c'est vraiment incroyable. Enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir cette sensation, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont eu même après une sortie longue, quand tu arrives à ta voiture, quand même ce sentiment, il est juste dingue. Et ben là, c'était la même chose. Donc, c'était beaucoup de souffrance, surtout que j'ai eu pas mal de petits problèmes. Notamment, je me suis fait une énorme entorse dans les Hautes-Pyrénées. C'est-à-dire que moi, je suis sujet aux entorses au niveau de la cheville droite parce que je m'en suis fait une sur le Nut en 2022. Et ça s'est jamais vraiment réparé parce que j'ai jamais fait un gros protocole de kiné. Et donc, voilà, les sujets aux entorses. Je me demande d'ailleurs si je prends des ligaments à l'intérieur. Donc, faudrait que je fasse des échographies, etc. Mais voilà, donc j'ai pu aussi, dans mes entraînements, dealer avec cette douleur après les entorses, notamment. C'est-à-dire de pouvoir courir après une entorse. C'est pas le truc que je conseille totalement, mais dans ce genre d'aventure, malheureusement, c'est le genre de choses qu'on va avoir. Aurélien avait eu une entorse aussi sur son GR10. Il a eu aussi d'autres choses, notamment des grosses douleurs. Donc moi, ça a vraiment été là-dessus, plutôt sur une douleur psychologique, on va dire, avec la motivation, la fatigue extrême et cette cheville aussi qui m'a fait défaut, qui m'a fait vraiment très mal. Et puis sur la fin aussi, j'ai eu un énorme problème, un énorme mal de ventre, vraiment cata. Et donc là, c'était vraiment l'enfer parce que à la fin de ce GR, je me demandais si j'allais pouvoir finir alors qu'il me restait 65 km à peu près pour finir. Et j'avais un énorme mal de ventre. Je me souviens,
une montée, la montée du Lepoa s'appelle. Et en fait, je suis arrivé dans cette montée-là dans la nuit, dans la dernière journée. Et en fait, un mal de ventre catastrophique, il pleuvait, et j'arrivais plus à avancer. En fait, je me suis posé sur un caillou et j'ai regardé le ciel et je me suis dit, OK, voilà, quoi, j'arrête. C'est fini. J'ai continué, quand même trouvé la force de pouvoir avancer. Mais voilà, c'est quand même pas facile et il faut l'accepter, ce genre de douleur. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Et surtout quand on se lance dans un record, c'est pas comme dans une aventure comme sur le PCT où j'avais pas de pression de record, où là, je pouvais, entre guillemets, pouvoir m'arrêter et prendre une pause. Là, j'étais continuellement dans un espèce de rush. Et ça fait vraiment bizarre parce que tu as une pression aussi qui se met et qui s'émane. Donc voilà, voilà un peu comment j'ai dealé. Mais moi, ma philosophie, c'est de me dire, voilà, il va y avoir de la souffrance et il faut l'accepter. Et de toute manière, ça va. Dans quelques jours, on n'en parlera plus, quoi. Je me pose deux questions par rapport à la réponse que tu viens de donner. La première, c'est du coup, qu'est-ce qui t'a fait continuer à avancer? Est-ce que c'est ton objectif Barclay que tu avais en tête et que tu t'es dit, si je veux aller à la Barclay, il faut que je fasse ça et quoi qu'il en coûte? Est-ce que c'est ce que tu as investi pour ce GR-là qui t'a fait avancer? Et où est-ce que tu as trouvé, ça a été quoi ta petite lumière quand c'était trop difficile? Il y a plusieurs choses. Premièrement, ça c'est certain, c'était le fait de mes proches. Parce qu'en fait, les gens que je connais pas, je le connais pas, donc bizarrement cette pression-là, elle ne me fait pas grand-chose. Par contre, le soutien de mes amis, de mes proches et surtout de ma copine, de ma famille, ça avait beaucoup de valeur pour moi. Et en fait, de sentir qu'ils auraient pu être déçus du fait que j'abandonne, ça m'aurait fait vraiment du mal. Et donc, par rapport à ça, j'avais pas envie d'abandonner. Et je me disais aussi, j'ai inclus des gens dans ce projet, même si je suis sans assistance, j'ai inclus des sponsors. J'ai inclus des amis aussi pendant la préparation, des gens qui ont cru en moi, des gens qui m'ont soutenu, qui ont parlé de moi aussi. Donc, je me disais, je pouvais pas abandonner pour ça. Donc, c'était hyper important pour moi. Et deuxièmement aussi, voilà, de se dire, on a investi beaucoup de temps. Et surtout, c'était, entre guillemets, un de mes seuls projets de l'année. Donc, de se dire qu'on l'abandonne et qu'on échoue, ça aurait été très compliqué à accepter de me dire que voilà, j'avais un gros trou dans le CV, voilà, pour l'année 2025. Donc c'était compliqué. Puis voilà, il y avait forcément ce rêve de la Barclay, de me dire que je pouvais me rapprocher vraiment de ce rêve avec ce projet, et que aussi au-delà de l'aspect qualification, me dire que je pouvais m'y rapprocher aussi d'un point de vue du niveau, de me dire que j'étais potentiellement crédible pour arriver sur la ligne de départ, parce que j'avais fait d'autres choses avant. Mais voilà, quand t'as des Aurélien, des John Kelly, des Seb, on peut très bien se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on fout là. Et donc moi, ce GA, c'était aussi l'occasion de me dire, voilà, je suis aussi capable de pouvoir rivaliser avec des gens de cette renommée-là, même si je ne me mets pas du tout forcément dans cette case et c'est pas du tout ma prétention. Mais voilà, de me dire, voilà, je suis capable de pouvoir être sur les deux départs et de pouvoir peut-être finir la Barclay un jour. Donc c'était très important pour moi. Et la deuxième question que ta réponse m'a évoquée, c'est que tu as mentionné au début que tu as eu une période par les sports de combat. Et les sports de combat, ils passent forcément par de la douleur physique. C'est la confrontation directe et ça fait partie des sports de combat. Est-ce que toi, tu fais le moindre parallèle entre ta capacité à tolérer de la douleur aujourd'hui et ce que tu as vécu dans les sports de combat, ou est-ce que je suis en train de faire une comparaison capillotractée? Alors, pas du tout. Mon comparaison est très bonne. Faut savoir que moi, j'ai eu un entraîneur qui était à la dure. Et donc, du coup, j'ai expérimenté des choses que normalement peu de gens expérimentent quand ils commencent les sports de combat. Donc moi, mon entraîneur était un peu fou, c'est qu'il y a le dire. Et du coup, quand j'ai commencé le MMA notamment, j'ai pu expérimenter des choses très brutales, des sparring très violents. Et donc forcément, je devais accepter ce genre de choses, de pas broncher. Et j'en suis extrêmement reconnaissant parce qu'au final, ça m'a beaucoup appris. Et surtout, une chose que j'ai beaucoup appris dans le MMA, c'est l'humilité. Parce que quand tu arrives dans une salle, il t'arrive avec des préjugés sur la vie, et qu'au final, là, t'es juste avec tout le monde dans une salle et t'es un peu dépouillé, quoi. T'as plus ton identité, on est juste avec des gants et on s'affronte, entre guillemets. Et il y a cette espèce de respect aussi. Et il y a plein de choses que j'ai beaucoup appris, que j'ai pu transférer dans le trail, parce que le trail, c'est un sport où il faut être extrêmement humble, parce que déjà, on est toujours plus fort que soi. On a toujours, et que ça soit, on redescend de niveau parfois et ça fait plaisir aussi. Justement, je trouve que c'est des sports qui se ressemblent beaucoup, parce que dans le MMA, on va toujours trouver plus fort que soi, et dans le trail aussi, il y a une énorme marge de progression. Et donc, c'est des sports très enrichissants à ce niveau-là, d'un point de vue humain. Donc, il y a vraiment des gros parallèles. Une question que je me pose, c'est que là, tu commences à avoir de l'expérience sur les grandes aventures en off que tu réalises. Est-ce que là, par exemple, sur ce GR10, tu as l'impression que c'était une exécution quasi parfaite de ce que tu sais faire et de ce que tu avais préparé? Ou est-ce que tu penses que tu as encore de la marge de manœuvre? Il y a des grosses erreurs
que tu aimerais gommer à l'avenir si tu devais reproduire d'autres aventures comme ça? Alors, je pense que justement, j'ai pu. En fait, je pense que tout s'est passé presque parfaitement. Et je pense qu'il y a aussi un facteur chance qui peut se mettre à l'intérieur de tout ça. Mais je pense que j'avais aussi très bien préparé les choses depuis des années. Et j'ai été patient parce que ça faisait 7 ans que potentiellement, j'avais cette idée de traverser les Pyrénées. Et quand moi aussi, je coach des athlètes, et je pense que tu le vois aussi, souvent les athlètes, ils veulent faire les choses super rapidement et ils veulent brûler les étapes. Et souvent, ils sont en mode oui, mais moi j'ai entendu dans un podcast qu'il fallait aussi se lancer, qu'il fallait partir à l'action. En fait, les gens oublient que oui, on peut très bien se lancer à l'action, mais aussi on peut attendre patiemment et respecter entre guillemets le projet. Parce qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus, bien mieux de finir sur un projet avec toutes ces armes bien aiguisées que de venir avec juste voilà ces petits couteaux et de pas trop savoir sur quel pied on va danser. Et donc moi sur le GR10, j'avais vraiment bien préparé les choses avec plein d'aventures avant. J'avais expérimenté plein de choses. J'avais aussi échoué. J'ai échoué 2 fois parce que j'avais tenté le record du GR10 sans assistance avant que Seb le tente. J'avais échoué 2 fois dessus, donc je savais voilà mes faiblesses, mes forces, et je pense que c'est important aussi de les identifier, ces faiblesses, et d'essayer de travailler dessus le plus possible. Et donc voilà, donc je pense que j'ai fait les choses parfaitement, même s'il n'y a pas vraiment de parfait, on peut toujours faire mieux. Comme je disais à Aurélien, parce qu'avec Aurélien, on s'est appelé justement après le GR10, et je lui ai dit que je pense que ce record est battable, et largement, je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Et ce qui est drôle, c'est que Seb, justement, va s'y lancer l'année prochaine, normalement, et que j'ai aucun doute sur le fait qu'il le ratatinera sûrement, peut-être, et ce que je lui souhaite, bien au contraire, parce que les records sont faits pour être battus. Mais voilà, mais je pense qu'il y a une marge de progression, et c'est sans aucun doute. Il y a un moment où ça va cantonner parce que malheureusement, sur le sans assistance, il y a une espèce de plafond où à un moment, c'est compliqué de pouvoir descendre parce qu'on a la récupération. On a aussi ce stress mental de se dire, tiens, faut que j'aille me ravitailler là, faut que j'aille faire ci, faire ça. On n'a pas avec de l'assistance. Donc, je pense que, voilà, au bout d'un moment, il y aura un plafond. Mais voilà, mais les records sont faits pour être battus. Et de toute manière, on le voit, plus les années passent et plus les records descendent de plus en plus. Donc, c'est assez là. Je t'ai pas demandé au tout début, mais c'est vrai que c'est une question là que je me suis posée puisque tu viens de mentionner Aurélien. Est-ce que vous avez échangé en amont de l'aventure? Est-ce qu'il t'a aidé dans la réalisation, à son échelle, dans la réalisation de ton record? Alors en fait, faut savoir que Aurélien, j'avais fait la Backyard de Toulouse en janvier parce qu'il y avait Lazarus Lake qui descendait en France pour un peu inaugurer des Backyards. Et donc du coup, je l'avais vu sur cette Backyard-là, et j'avais vu aussi d'autres mecs qui sont sensibles au monde de la Barclay. Et je lui avais dit à cette Backyard, j'aimerais bien tenter ton record du GR10. Et donc, il m'avait dit gentiment, écoute, de toute façon, moi, sur mes stories à la une, sur mon Instagram, j'ai tout documenté, tout détaillé. Tu pourras aller voir mes routines de course, etc. Et donc, c'est vrai que ça a été une énorme inspiration parce que moi, son récit de course, je l'ai imprimé. Enfin, je l'ai imprimé, je l'ai screenshot, et j'avais sur mon portable. Et donc, du coup, chaque jour, je lisais, en fait, pour me dire, tiens, je vais aller affronter ça, je vais pouvoir voir ça, etc. Donc, ça m'a beaucoup aidé à m'imprégner, en fait, j'avais cette espèce de sensation de me dire, tiens, Aurélien, il est un peu avec moi, quoi. Il est un peu dans ma tête, donc c'était cool. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça. Ensuite, je me suis inspiré aussi de sa feuille de route que j'ai refait après sur Excel. J'ai allé regarder ses stories aussi pour comprendre où un peu il avait pu se ravitailler, où il avait eu les difficultés et tout. Et donc, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, toutes les erreurs que lui, il a pu faire, moi, je les ai, entre guillemets, pas faites. Même s'il y en a quelques-unes, forcément, on le fait aussi, hein. Mais voilà, donc ça a été une très grande aide. Par contre, je ne lui ai pas parlé, je ne l'ai pas embêté. Moi, c'était important pour moi de ne pas envoyer des messages tous les 4 secondes. Je fais ce qu'il est occupé et qui reçoit déjà plein de messages de gens pour lui demander des conseils, etc. Donc, du coup, moi, c'est important pour moi de me dire, voilà, où est-ce que tu as mis un peu ta documentation, et je vais essayer de la rechercher. Et donc voilà. La différence avec Aurélien dans sa préparation, c'est que lui avait fait beaucoup de reconnaissance, comme il habite à 1 à 2 heures de Pyrénées. Donc, c'était la petite différence par rapport à moi, c'est dans cette préparation. Et il y a une autre petite différence, c'est que lui était peut-être un peu plus jeune dans l'ultra, peut-être, mais bon, un argument peut-être indéfendable parce qu'il a quand même fait le record du John Muir Trail avant. Mais donc, du coup, il avait une expérience des très longues aventures, peut-être un peu plus faible, comme j'avais fait le Pisti. Mais bon, ça n'enlève rien, parce qu'il avait déjà fait de Baldi Marathon et des grosses performances. Parce que c'est vrai qu'Aurélien, souvent, on dit souvent, ouais, il est connu depuis la Barclay, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il le connaissait déjà bien avant. Mais donc voilà, donc j'avais pu échanger quand même un peu, et ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je le dis tout le temps. Si vous faites un record ou FKT, informez-vous avec l'ancien recordman, parlez-lui, et c'est vraiment très important.
On mettra en description de cet épisode le lien vers le site des FKT, parce qu'ils sont tous répertoriés sur un site. Une question que je vais te poser pour juste revenir sur un clin d'œil par rapport à Wise, et puisqu'on arrive à la fin de cet enregistrement, là de suite, ton équipement favori sur cette Barclay, ce FKT, pardon, je te souhaite déjà d'être à la Barclay, tu vois. Ton équipement favori sur cette aventure de Wise. Tu vois, il y a pas de toute façon, je sais toujours. Enfin, tu vois, là, typiquement, on m'a posé la question parce que je tiens 2 coureurs sur Annecy qui s'appelle Trail Running Lab et la question, les gens me disaient oui, quel est le meilleur truc chez Wise et tout, et je leur ai tout de suite dit les gars, cherchez pas, c'est le short. Voilà, le short. Vous trouverez pas. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on peut peut-être trouver d'autres choses ailleurs, des choses. Voilà, un t-shirt, ça reste un t-shirt, on peut très bien en trouver un. Par contre, un short, c'est compliqué d'en trouver un bon qui tient, qui est solide et tout. Et c'est vrai que le short, moi, j'en suis tombé amoureux et j'ai jamais changé depuis que je l'ai. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais du coup, de Wise, et je l'ai depuis 2022. Et voilà, donc je jure que par ce short, je pense que c'est leur meilleur produit, en tout cas. Après, je sais qu'il y a le sac, etc. Mais en tout cas, par rapport à moi, je dirais le short. Ouais, je te rejoins très largement sur ce short Sherpa Max qui est vraiment super cool, surtout pour les projets off. Moi, c'est typiquement là où je l'ai le plus utilisé, c'est quand je partais avec plein de matos et au moins je peux ranger plein de trucs accessibles sur moi et répartir un peu les charges. Bref. On arrive doucement à la fin de cet enregistrement. J'ai encore 2 petites questions pour toi. La première, ce serait, c'est quoi tes objectifs à court terme, moyen terme, long terme? Vers où tu te diriges là maintenant que tu as fait ça? Alors, très bonne question. Déjà, il fallait prendre le temps de recharger après cette aventure. Parce que je t'avoue que après, quelques jours après, j'étais un peu dégoûté du trail. J'avais plus envie de courir, en fait. J'étais en mode, j'en ai marre, quoi. J'ai l'impression d'avoir atteint un point de mon retour. Et où je me suis dit, bon, c'est normal, c'est un peu le sentiment qu'on a tout le temps après une course ou pas, des fois. Et du coup, parce que j'ai été aussi beaucoup sollicité par des médias, des gens de tous les côtés, et je m'y attendais absolument pas. Enfin, quand tu te réveilles un matin et que tu vois un article de l'équipe, tu es un peu en mode ok, d'accord. Et c'est vrai que moi, je m'attendais pas du tout. Mon téléphone, il s'arrêtait pas de sonner. Je recevais plein de messages. Et donc, c'est vrai que c'était pas évident forcément à gérer. Donc voilà, c'est la première étape. Et puis là, je vais essayer jusqu'à décembre, de faire un peu des projets un peu plus, des courses à dossard avec un peu plus de vitesse. Donc, j'ai identifié quelques trails comme le Grand Trail du Lac fin octobre. Donc l'idée, voilà, c'est de prendre un peu de plaisir, faire un peu de vitesse et pas trop se prendre la tête. Et puis j'ai déjà lancé le projet de juillet, août prochain, qui sera un énorme projet, qui sera sûrement pour moi le plus gros projet de ma vie hors Barclay, encore plus que le GR10, c'est le John Muir Trail. Faut savoir que le John Muir Trail, c'est un sentier aux États-Unis qui fait 360 km et le record est détenu par François Daen. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, mais c'est un peu le GOAT. Et donc, il a mis une marque de 2 jours et 19 heures. Et donc, la marque est encore un peu battable, je pense. Et cette fois-ci, ce projet, j'aimerais le faire avec assistance. Donc voilà, donc ce serait le projet un peu, parce que je connais le John Muir Trail, je suis déjà passé dessus. Et il faut savoir qu'Aurélien aussi avait le record à l'époque. Brett Mahoney, un ancien finisher de la Barclay. Donc, c'est un peu une école de la Barclay aussi, ce sentier. Et j'aimerais bien m'y confronter et voir ce que je pourrais peut-être faire face au plus grand de ce sport. Donc, ça pourrait être, c'est une idée qui est présente et sur laquelle j'ai vraiment lancé sans prétention, bien entendu. Mais déjà, ce serait déjà de traverser ce beau sentier. C'est vrai que ça me vient en tête là maintenant que tu viens de le dire, mais j'ai l'impression que c'est une des choses que partage François Daen avec Kylian Jornet, et on parle quand même des 2 GOAT de notre sport. Enfin, moi, je trouve que c'est les 2 athlètes qui sont les plus admirables dans notre sport. C'est qu'ils partagent tous les 2 autant les performances sur des courses que des projets off faramineux. François, il a fait... C'est pas tous les coureurs d'ultra qui font ça. François, il a fait le record du GR20, il a fait là encore un record, j'ai oublié le nom, mais des 14 sommets américains. Nolan Fortier. Ouais, voilà, exactement. Enfin, je veux dire, il est quand même connu, François, pour faire aussi ses projets off. Kylian également, avec l'an dernier, ce qu'il avait fait sur tous les sommets de plus de 4000, les 82 sommets, un truc comme ça, de plus de 4000 des Alpes. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, super intéressant, et on retrouve dans ces 2 profils. Bon, la seule différence, c'est Kylian, il arrive à gagner Cerzinal en plus. Mais en dehors de ça, François et Kylian, ils partagent quand même ce côté-là. Non, je pense que c'est important, les projets off. Et je sais que mes athlètes, j'essaie de leur dire de temps en temps, voilà, vous avez vos dossards, mais n'hésitez pas à incruster un projet off. Je trouve que ça permet de se décharger un peu mentalement de cet aspect chrono. Même si on va dans un FKT, etc., même s'il y a un chrono, on part à l'aventure, donc on a un peu plus d'inconnus. Et ça se prépare un peu différemment qu'une course à dossard. Donc je pense que c'est plutôt cool à aborder pour eux.
On n'est pas du tout là pour parler de moi. Le seul petit parallèle que je voulais me permettre ici, c'est de dire que j'ai des projets off en tête et j'ai absolument aucun projet de FKT. C'est quoi? Les... je sais pas, écoute, j'en parle pour la première fois ici, ça me va. J'aimerais bien traverser ou faire le tour de tous les grands massifs des Alpes. Donc prendre toute la liste. Alors il y en a qui se traversent pas, les écrins ça se traverse pas, donc faire le tour. Il y en a qui se traversent, Chartreuse, Beldon, ça se traverse, et du coup j'ai ma liste des grands massifs des Alpes et j'aimerais faire le tour ou la traversée de chacun d'entre eux. Ah bah là, il y en a pas mal. Et Avatar, des Voluy, les écrins, le Mont Blanc. Et en fait, ça va être exactement, tu vois, tu cites le Luberon, mais c'est un projet qui peut se faire en plusieurs saisons. C'est-à-dire que je vais pas tous les faire d'un coup, évidemment, hein, ça va être des projets différents. Le but, c'est de remplir la liste au fur et à mesure. Mais typiquement, tu vois, le massif qui est dans le sud, l'Esterel qui est dans le sud, c'est un des massifs des Préalpes. Et en fait, faire le tour, c'est 80 bornes et 3000 mètres ou 2000 mètres. Donc, c'est que dalle. Donc ça, c'est des choses que je vais faire, par exemple, plutôt en hiver ou en fin d'hiver. Et il y a des choses que je peux faire à d'autres saisons. Bref, du coup, c'est un peu ça mon idée. Mais j'ai absolument aucune prétention de FKT. Tu peux faire des offs sans chrono. C'est très intéressant ce projet parce que j'entends beaucoup de gens qui disent oui, tous les projets ont été faits en FKT, etc. Et au final, tu viens littéralement d'inventer un projet que j'aurais pas jamais y pensé. Et au final, ça peut très bien être une idée de FKT de faire tout le tour des Alpes et limite de les rejoindre à vélo. Enfin, en vrai, ça ferait une grosse race très monstrueuse, mais au final, voilà, on peut toujours innover et ça que c'est un très beau projet parce que surtout dans les Alpes, il y a des massifs que les gens connaissent pas trop. Bon, l'Esteret, qui est un massif incroyable, mais qui est très très aride, mais c'est magnifique. Enfin, il y a plein de petits massifs, je pense, que les gens ne connaissent pas. Et les gens sont concentrés que sur le Mont Blanc. Et au final, il y en a plein. Donc, un très beau projet. Et du coup, deux choses qui vont avec ça. Bon, alors, encore une fois, ce sera en plein d'étapes, hein, donc ce sera pas en une traite, mais le but, c'est de faire ça sur une carrière sportive. Mais il y a des massifs, effectivement, qui sont sous-estimés et qu'on n'entend pas trop. Alors, c'est pas, par exemple, le Dévoluy. C'est pas le massif qui vient en tête dans les gens, tu vois. On parle beaucoup des écrins, des Aravis, et pourtant, le Dévoluy, c'est magnifique. Alors, il y a plein de gens qui y vont, mais du coup, je trouve que c'est aussi l'occasion de découvrir des territoires que tu connais pas trop. Et en fait, tu as plein de niveaux. C'est-à-dire que enfin, je veux dire, ça demande plein de compétences sportives différentes et ça peut prendre du temps, du coup, de les développer. Tu fais le tour des écrins, c'est compliqué, c'est un GR qui est difficile. Tu fais l'Estérel, comme on vient de dire, ou la Chartreuse, c'est pas les choses les plus compliquées. Tu fais Beldon, c'est plus compliqué. Donc en fait, tu peux les placer dans ta carrière sportive pour avancer progressivement comme ça et juste avancer de off à off, de plus en plus compliqué. Bref, on a un peu divagué, désolé. Ah, mais très beau projet en tout cas. Moi, je pense que les gens devraient se lancer et surtout des fois un projet off, ça peut aussi se lancer à côté de chez vous, hein, et vous regardez le département, votre région. Il peut y avoir plein de choses autour de chez vous, faire le tour de votre ville et redécouvrir aussi vos villes. Moi, j'ai fait le tour de Paris à une époque. J'ai traversé, j'ai rejoint la mer depuis chez moi. Enfin, il y a plein de choses à faire, je pense. Et c'est aussi une manière de redécouvrir l'ultra sous une autre forme. Donc, ouais, très fier. Ouais, rallier des sommets. Ce que j'avais fait il y a 2 ans, c'était tout simple, mais il y a 7 sommets que j'aime en Chartreuse. Bah, j'avais fait, OK, je fais les 7 merveilles de Chartreuse. Et juste, je l'ai rallié. Et en fait, ça fait un petit off. Il y a 2 ans, c'était un petit off pour moi, mais ça m'avait déjà beaucoup demandé en termes de ressources. Donc, ouais, il y a 50 000 choses à faire dans le off et je pense qu'on peut trouver de quoi se faire plaisir. Vraiment, tout le monde peut trouver. Totalement d'accord. Dernière question que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? S'il y a une seule chose que tu retiens qui est ancrée en toi de cette aventure, c'est quoi? La question la plus difficile de l'interview, je pense. Eh bah, écoute, j'aurais pas un mot en précision, mais pour moi, c'était la consécration de 7 années, entre guillemets, d'entraînement, de préparation, de me dire que j'étais capable de pouvoir vraiment affronter un colosse comme le GR10 et de refermer un peu un chapitre avec les Pyrénées. Peut-être d'en ouvrir un autre un jour, mais j'ai découvert les Pyrénées là-bas et je rigolais avec mon pote Yann en disant un jour on fera le GR10, etc. Et sans penser peut-être qu'un jour j'allais tenter le record sans assistance, surtout pouvoir réaliser. Et c'est vrai que moi, je suis un grand rêveur. J'ai passé des heures et des heures à regarder les documentaires sur YouTube de mecs comme Kylian, comme François, comme Aurélien aussi. Et de se dire que là, j'ai entre guillemets fait un FKT. Pour moi, c'est un souvenir incroyable et ça restera gravé en moi. Et surtout, voilà, j'ai une relation particulière avec cette chaîne. Donc voilà un peu ce que j'en retiens, même si c'était pavé de souffrance, pavé de larmes, de fatigue. Mais en tout cas, tout ce que j'en retiens, c'est que j'ai encore pu grandir, et c'est ce que je dis souvent, ce sera un peu le mot de la fin, c'est quand on se met dans des situations compliquées, de souffrance,
J'ai pas le mot français, excusez-moi de l'anglicisme, mais les rewards, ils sont exceptionnels après. C'est-à-dire la récompense que vous allez avoir, voilà, dans votre vie, ça va être, vous retrouvez ça nulle part ailleurs. De se mettre dans des états comme ça, de fatigue, pas forcément de se mettre dans des états catastrophiques, mais d'aller chercher l'inconfort, et c'est quand même, je pense, des récompenses incroyables. Donc voilà, tout genre à dire. Il y a une seule chose que tu n'as pas mentionnée, que je t'ai pas demandé, donc je suis désolé, je t'enlève le mot de la fin. Quand est-ce que tu commences à tenter ton inscription à la Barclay? Alors, je l'ai déjà tenté, ça fait déjà 3 ans que je tente, 3-4 ans, 3 ans, ouais. 3 ans que je tente mon inscription. Donc, faut savoir que les premières années où j'ai postulé, c'était un peu une bouteille à la mer que je lançais, parce que j'étais en mode, bon, s'il prend pas, c'est pas trop grave non plus, tu vois. Ensuite, quand j'ai fait mon aventure sur les US, après avoir fait mon aventure sur les US, j'avais une espèce de confiance en moi, et je pense que ça s'est trop ressenti dans ma candidature aussi. Peut-être trop confiance en lui, parce que je venais de faire aussi la Barclay Fall Classic, qui est une mini Barclay là-bas, et qui permet d'avoir un ticket d'or. Donc, si tu la remportes, et il faut savoir que j'avais fait deuxième masculin, parce que je m'étais perdu et j'étais premier de la course, ça s'est mal passé. Et donc là, maintenant, j'ai cette espèce d'état d'esprit où en mode de me dire, je vais candidater à la Barclay, mais peut-être qu'il va me prendre, peut-être qu'il va pas me prendre, mais en tout cas, je vais continuer à faire mes aventures et continuer à grandir, et que c'est pas non plus une fatalité, et que mon jour viendra peut-être, je l'espère. Donc voilà. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que on sait jamais vraiment ce qu'il pense de toi. Peut-être qu'il te connaît même pas. Moi, je l'ai déjà rencontré, donc je sais qu'il me connaît un peu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent postuler, surtout avec les réseaux sociaux. Ça a pris aussi un peu d'ampleur. Mais voilà. Mais je pense que c'est une course qui est quand même incroyable, parce que ça garde son authenticité après les années, et ça reste. Je trouve que c'est magnifique. Je te remercie énormément, Antoine, pour tout ce que tu nous as partagé. Je mettrai les liens en description vers ton aventure, des articles, mais surtout vers ton Instagram, pour que les gens puissent éventuellement suivre tes aventures, quelles qu'elles soient. Moi, je te souhaite sincèrement d'être sélectionné pour la Barclay et d'arriver doucement à ton rêve, mais tu as plein d'autres projets, donc je te souhaite également de les réussir. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup à toi, et puis continue d'écrire ce que tu fais, etc. Je vais continuer à suivre et à lire. Et puis écoute, j'espère qu'on pourra faire un podcast peut-être un jour par rapport à la Barclay. Écoute, avec grand plaisir. Je regarderai ça tous les ans, je la suis de près, la Barclay, donc j'espère vraiment te voir au départ un de ces 4. Merci beaucoup. Salut. Voilà, c'est tout pour cet épisode, en partenariat avec Wise et dédié au record du GR10 par un des athlètes qu'ils accompagnent, Antoine Clément. Je remercie évidemment Wise qui a rendu la réalisation de cet épisode possible. Merci aussi à Antoine pour son temps, sa disponibilité et son partage. Si cet échange vous a plu, je vous invite à suivre Antoine sur ses réseaux sociaux et à suivre Wise également. Les liens sont en description de l'épisode. Dans la description, vous pourrez également découvrir le matériel Wise qu'Antoine a utilisé pendant son aventure. Moi personnellement, j'espère que son récit vous a inspiré et donné envie de vous essayer ou réessayer au off. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.